Je discute une ligne, je discute des modalités de fonctionnement et je dis qu'aujourd'hui, vu le paysage politique, l'urgence absolue, c'est qu'on arrive à se parler, à se respecter et à fédérer et à avoir une proposition politique. On n'est pas dans un état d'éclatement, mais on est dans un état qui nous permet de déjouer le piège entre la Macronie ou alors des néo-fachos. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, mais on se demande précisément si vous êtes encore La France Insoumise ou pas. Vous avez commencé à émettre des critiques, un appel à autre chose, un appel en l'occurrence à un Big Bang, on va y revenir. Est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous envisagez de quitter La France Insoumise ? Ce n'est pas mon souci aujourd'hui, pour vous dire les choses très franchement, parce que il faut prendre la mesure du paysage politique plus global et pas s'enfermer uniquement dans les enjeux qui sont propres à la France insoumise. Moi, ce que je constate à l'issue de ces résultats, de cette élection, c'est qu'il y a une forme d'onde de choc, ou en tout cas, il devrait y avoir une onde de choc pour toutes celles et ceux qui veulent la transformation sociale et écologiste. Parce que vous avez un paysage politique qui est en train de se cristalliser entre, d'un côté, le pouvoir en place, qui accélère les recettes libérales, austères, que nous subissons depuis plusieurs décennies, et en face, s'affirme et s'ancre le Rassemblement national, c'est-à-dire une proposition politique d'extrême droite, qui est à la fois obsédée par le repli identitaire, qui est climato-sceptique, qui nous enverrait dans un monde qui est un monde effroyable. Vous refusez donc ce vous voyez face à bien, face. Vous n'êtes d'ailleurs pas la seule. Infernal. Voilà. C'est un couple infernal. Vous donc refusez... maintenant, la question, c'est comment nous sommes capables de tracer le chemin pour qu'une issue émancipatrice puisse s'affirmer, peser Sauf que précisément, c'était déjà l'objectif au moment des élections présidentielles. La création de la France Insoumise répondait exactement à ce but-là. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France Insoumise a dévié de cet objectif ou qu'elle s'en est au minimum éloignée ? Elle n'a pas transformé l'essai, c'est objectif. Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne remarquable en 2017, qui nous a évité d'ailleurs un scénario à l'italienne. Vous savez qu'en Italie, la gauche a été totalement laminée, par exemple. Et fort de ces 19,5%, la France Insoumise s'est lancée. Moi, il y a un an, j'avais déjà, dans une interview qui m'a valu une sacrée volée de bois vert dans Politis, exprimé des réserves sur des dysfonctionnements démocratiques, sur un besoin de pluralisme, sur le fait qu'on accentue davantage sur les propositions, avec peut-être moins de polémiques, de clash. À cette époque-là, je n'avais pas été entendue. L'élection européenne a été lancée sur des bases aussi avec lesquelles je n'étais pas toujours d'accord. Je pense par exemple au référendum anti-Macron qui s'est un peu retourné contre nous. Et je constate à l'arrivée que nous avons obtenu un score de 6,3%. Face à cela, deux solutions. Soit on dit c'est un épiphénomène, c'est le hasard, la faute aux abstentionnistes. Et puis ça ira mieux après. Vous savez, c'est toujours la faute aux abstentionnistes. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive à mobiliser son camp qui précisément gagne. Donc la question c'est pourquoi nous n'avons pas réussi à retrouver les électeurs qui avaient fait confiance en Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'est à cette question qu'il faut répondre. Donc vous dites soit on se dit voilà, ça reviendra, soit... Mais soit on se dit qu'on ne peut pas continuer comme avant et qu'il faut avoir un regard critique, pas d'autoflagellation évidemment, mais un regard critique pour pouvoir avancer. Ma conviction, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. La France insoumise n'a pas seule les clés pour créer une force sociale, une force d'idées, une force aussi qui compte dans la politique institutionnelle et qui permette de se remettre debout et de remettre debout... Mais... Pardon, mais je reviens quand même à cette question du chef, de l'incarnation, parce que ça compte dans la Ve République en France. Vous arriverez peut-être à changer cela, mais pour l'instant, c'est la Ve République, et cette Ve République, elle repose aussi sur l'élection et la rencontre avec un homme, entre le peuple et un homme. Oui, rarement avec une femme, vous avez remarqué. Pour l'instant, ça a toujours été un homme, mais en effet, la question se posera sans doute un jour. Mais revenons quand même à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est le problème ou est-ce qu'il est la solution ? Moi, je crois qu'on est dans un moment où la présidentielle, c'est pas tout de suite. Vous voyez, on a encore quelques années. Et donc, avant de se demander qui incarne, demandons-nous quoi. C'est ça. Quoi ?
Quel Et espace politique? est-ce que vous êtes d'accord avec les idées et la ligne qui est défendue par Jean-Luc Mélenchon? Je suis d'accord avec des partis pris fondamentaux et qui d'ailleurs ne sont pas propres à la France insoumise, que l'on peut retrouver chez les communistes, que l'on retrouve chez certains écologistes, que l'on retrouve même parfois ailleurs et tout simplement dans la société avec des gens qui ne sont pas mobilisés dans le champ politique mais qui sont dans des associations, des syndicats, des revues, ailleurs encore et qui sont déterminés aussi à se dire qu'on ne peut pas laisser le champ politique dans cet état, donc il faut se bouger. C'est pourquoi nous avons proposé cet appel Big Bang. Donc Pour votre appel, c'est un appel à se rassembler, notamment samedi qui vient, samedi 30 juin. Dimanche 30 juin. Dimanche 30 juin, pardon. 15h au Cirque dimanche Romanès. 30 juin, voilà, au Cirque Romanès à la Porte Maillot à Paris. C'est un appel pour un Big Bang de la gauche. Pourquoi faire? Comment? C'est quoi l'ADN? Alors l'ADN, c'est déjà de commencer à se parler, à se respecter. Vous verrez que dans cette journée, de très nombreuses personnes et personnalités vont intervenir. Alors pour ce qui est de l'espace politique, vous aurez aussi bien des prises de parole de Noël Mamère que de moi-même évidemment, Elsa Fossillon qui est ma collègue du groupe communiste, Olivier Besancenot sera également présent. Nous aurons une table ronde avec des personnalités du mouvement social, à laquelle participeront par exemple des personnes du mouvement des jeunes pour le climat, mais aussi Philippe Martinez en personne de la CGT ou Aurélie Trouvé qui incarne notamment beaucoup dans le mouvement Attaque et dans le mouvement même plus largement. Donc c'est aussi le monde associatif, le monde politique, le monde syndical. Exactement. Vous entendrez des personnes en lutte dans les hôpitaux, vous entendrez des intellectuels, vous savez qu'on signait des personnalités écrivaines comme Annie Ernaux ou François Bégodeau. C'est-à-dire qu'il y a dans notre pays des forces, des individus qui ne veulent pas se résoudre à ce paysage d'éclatement et qui sont prêts à tout simplement abaisser les murs, créer des passerelles pour inventer un nouvel imaginaire et une proposition politique pour l'instant, à niveau. Vous ne dites pas que c'est contre Jean-Luc Mélenchon, mais du côté de Jean-Luc Mélenchon, visiblement, en tout cas, c'est regardé au minimum avec moquerie. Sophia Chikirou, qui a été sa directrice de campagne, qui est encore très proche et très présente dans le mouvement, dit, elle a ironisé sur Twitter, elle a dit, je la cite, sans méchanceté, si c'est ça le Big Bang, je préfère la thèse selon laquelle un être appelé Dieu a créé l'univers. Elle méprise l'idée même de votre Big Bang. Écoutez, moi, j'attends qu'on me dise quel est l'autre chemin. Quel est l'autre chemin? Si nous ne sommes pas capables, encore une fois, de se parler et de retrouver ce qui a toujours fait la force de notre famille politique. Notre famille politique, elle gagne quand elle assure et quand elle assume c'est vrai que quand je vous entends, du pluralisme. Clémentine, entendez-moi bien. J'ai reçu Raphaël Glucksmann, j'ai reçu Benoît Hamon, même Yannick Jadot. Il y a un certain nombre de points sur lesquels vous êtes d'accord. Olivier Besancenot, d'ailleurs, était lui-même l'invité de BFM Politique il y a quelques semaines. Vous êtes tous d'accord. C'est-à-dire que vous dites tous « Ah, mais il faut qu'on se mette d'accord, on est beaucoup plus fort quand on est tous ensemble ». Sauf qu'aucun de vous, jusqu'à présent, n'y a réussi. Ça reste un vœu pieux. Ça reste difficile, mais pardonnez-moi, prenons un tout petit peu de recul. Pourquoi vous y arriveriez? Prenons un tout petit peu de recul historique. Quand on regarde dans l'histoire, quand il y a des grands mouvements de fond qui se passent, rendez-vous compte que les partis qui ont structuré la vie politique au XXe siècle, et notamment le parti de la droite classique, qui était l'UMP et puis LR, le Parti socialiste, se sont écroulés. Oui, mais vous avez écoutez-moi bien, vous avez en 2007 ou en 2010, Manuel Valls avait appelé lui-même un Big Bang de la gauche. En fait, quand le Big Bang, l'appel à l'unité, vous l'avez tous fait. Il y a urgence. Il y a urgence, donc j'entends bien cette urgence et nous-mêmes nous sommes porteurs de cette urgence. Et en même temps, il y a le temps de la refondation qui ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Même si vous prenez la victoire de 81 en France, entre la signature d'un programme commun et la victoire de François Mitterrand, vous voyez, il y a un temps c'est un temps qui ne se joue pas en quelques années. Donc oui, c'est long. C'est long aussi parce que à gauche, il a fallu intégrer. Écoutez-moi bien sur le fond. Écoutez-moi bien sur le fond. À gauche, il a fallu intégrer également le paradigme écologique. C'est pas rien. Ça bouscule. Autrefois, on se demandait comment on partage les richesses et uniquement comment on partage les richesses. Cette question reste évidemment d'actualité. Mais maintenant, il faut ajouter une autre question. Mélenchon a été très en point. Exactement. Il faut ajouter une autre question qui est comment on produit, qu'est-ce qu'on produit et qui décide de ce qu'on produit. Ça impacte profondément le projet politique qui est le nôtre. Donc vous voyez bien que pour que on intègre tout cela, il le faut. Deuxièmement, vous avez sur le champ de l'organisation, les partis classiques du XXe siècle sont essoufflés dans leur forme. Donc il faut inventer de nouvelles façons
de créer un collectif, et de ce point, un collectif organisé, parce qu'on ne s'en passera pas. Je veux dire, l'idée que du mouvement gazeux, d'ailleurs, qui, à mon avis, n'a pas tout à fait réussi son pari. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un moment où il faudra que ce soit plus organisé que ce qu'on appelait un mouvement. De l'organisation qui permette du pluralisme, et encore une fois, il n'y a pas une culture, il n'y a pas un courant qui va gagner sur tout le reste. Donc il faut trouver des cadres de rassemblement et se parler. Et vous verrez que le 30, au Cirque Romanesque, il y aura un étonnement, un élan, et qui va se poursuivre dans une démarche qui ne s'arrête pas le 30, mais qui commence le 30 juin. Clémentine Autain, sur Jean-Luc Mélenchon, on sent bien qu'il y a eu un avant et un après de ce moment des perquisitions où il a réagi de manière extrêmement vive. Et encore aujourd'hui, la plupart des gens qu'il croise sur son chemin le lui rappellent. Ça a été le cas notamment à Belfort hier, où BFM TV était présent. Oui, attendez, pour l'instant, moi je suis sur la sellette, si vous voulez bien vous en rendre compte. Moi j'ai 5 affaires, d'accord. Ça risque de l'assassinat de la démocratie. Dans beaucoup de pays, c'est ce qui est en train de se passer, et ici aussi, voilà. Ça devient de plus en plus bizarre. Au niveau des députés, des gardes à vue pour un oui, pour un non, des perquisitions pour un oui. Pas qu'à moi, au début ils rigolaient de là, c'est Mélenchon, tout ça. Ça les faisait marrer, maintenant ça les fait plus marrer. Tout le monde se tape des perquises, des gardes à vue et des choses comme ça. Ah ben tout le monde comprend maintenant qu'on peut péter les plombs avec ce fait pour. Non mais d'accord, après on me dit ouais, t'as qu'à rester calme, bah vas-y, essaye. Et après, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est pas le moment où tout a basculé, où on s'est dit, bah, finalement, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas forcément être l'homme de la situation s'il n'est pas capable de garder ses nerfs? Non, c'est évident que cette séquence a été une séquence douloureuse et qui d'ailleurs a éclipsé le fond du problème que rappelle ici Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est-à-dire que quand même, autant de perquisitions d'un parti d'opposition dans une démocratie, il y a un problème. C'est vrai que maintenant, il y en a pour tout le monde. Et que malheureusement, toutes les semaines et les mois qui ont suivi, on a polarisé sur la réaction à la perquisition et non pas sur la perquisition elle-même. Donc c'est d'une certaine manière, on n'a pas gagné notre pari, qui était justement de permettre une mobilisation contre ce déni de démocratie que nous avions observé. Mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Très sincèrement, je pense que ce serait réducteur. Et les autres, c'est quoi? Les autres, je me suis pas mal exprimée. C'est le fait que ce soit le clash, le clash par rapport aux propositions, je l'ai dit. Je pense que c'est un profil politique plus général. Et ce défaut de pluralisme que moi j'ai ressenti et qui a fini aussi par Encore ce week-end, on a appris hier qu'Adrien Quatennens serait le nouveau coordinateur de la France Insoumise. Il a été donc nommé numéro 2 de la France Insoumise. Qui a décidé? Vous avez été consulté? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je ne sais pas. Je sais qu'un organigramme a été présenté hier avec des nominations. Alors pour le groupe parlementaire, c'est-à-dire les représentants au groupe parlementaire, je sais qu'il y a eu une discussion dans le groupe. Voilà, je ne suis pas dans le cœur des décisions, pour vous dire la vérité. Moi, je ne participe qu'au groupe parlementaire. Donc je peux vous donner des éléments. C'est pas qu'une histoire de transparence. Je pense que la difficulté à laquelle sont confrontés beaucoup de militants de la France Insoumise, c'est en effet une difficulté de saisir où se décide la ligne stratégique, comment sont prises les décisions et au fond, est-ce qu'on a le droit, Charlotte Girard l'a dit et je trouve cette expression assez juste, est-ce qu'on peut à la France Insoumise, sérieusement, ne pas être d'accord sans être mis vraiment au banc. Vous-même, justement, comment vous allez faire pour rester dans la France Insoumise, puisqu'on comprend pour l'instant votre intention n'est pas de quitter, contrairement à Charlotte Girard que vous citez à l'instant, sans être forcément d'accord? Est-ce que votre position va être tenable? Écoutez, je pense que dans une formation politique, il est normal qu'après un échec électoral, il y ait une discussion sur la ligne, sur l'orientation et sur le mode de fonctionnement. C'est quand même le minimum qu'on puisse attendre dans une organisation politique. Donc je ne vois pas pourquoi, exprimant des propositions, un chemin, et la soumettant évidemment à celles et ceux qui, dans la France Insoumise ou en dehors de la France Insoumise, voudraient y répondre, je propose. Et ce sera le cas voilà. Dimanche prochain avec votre rassemblement. Certains estiment au contraire que vous avez aussi bénéficié parfois du fait du prince en quelque sorte. C'était le cas notamment de Raquel Garrido qui était mon invitée la semaine dernière. Je voudrais juste que vous puissiez répondre aux critiques qu'elle a formulées. Clémentine Autain, elle d'abord... Rappelez-vous, c'est pas quelqu'un qui vient de l'intérieur de la France Insoumise. D'ailleurs, ça faisait partie avec François Ruffin des 2 personnes qui ont été labellisées France Insoumise sans avoir signé la charte de la France Insoumise et par décision de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Donc à cette époque-là, Clémentine Autain, ça ne la gênait pas que Jean-Luc Mélenchon prenne des décisions unilatérales. Parce que si les Insoumis avaient été consultés sur le fait de savoir s'il fallait une candidature vraiment insoumise à Sevran et Tremblay, sans doute qu'elle ne serait pas députée aujourd'hui. C'est absurde.
Alors, il y a deux choses assez différentes. Moi, j'ai été candidate soutenue par la France Insoumise dans la circonscription que je représente à Tremblay-Villepinte-et-Sevran et également par le Parti communiste français. Hein. C'est comme François Ruffin, qui était aussi dans un cadre de rassemblement, et d'autres, comme Marie-Georges Buffet ou Stéphane Peu. Je pense que c'est plutôt un plus. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats, j'ai le sentiment que quand on a des dynamiques de rassemblement, c'est pas un moins-10 ans. Alors, parfois, ça peut mais l'être, Raquel mais nous, Garrido ça a été... dit que vous avez été en gros choisi aussi, adoubé par Jean-Luc Mélenchon et que le reste n'a pas été consulté. C'était déjà cette question de l'autorité. Mais consulter qui? Quelles instances auraient permis cette consultation? Moi, je renvoie la question à Raquel Garrido. C'est pas bénéficier du fait du prince. C'est quand il s'agit du groupe. Je pense que les décisions du groupe parlementaire doivent d'abord être prises par le groupe parlementaire, ce qui a été le cas dans le moment où j'ai été en effet intégrée à ce groupe. Mais j'inverse aussi les choses. Parfois, on a été bien content aussi de me trouver. Hein, je le crois. Donc faisons un petit peu attention à. Et on le comprend, vous restez dedans, mais avec effectivement un regard aussi pour autre chose. Et en l'occurrence, ce que vous lancez dimanche. Pas sans les militants et les sympathisants de la France Insoumise. Mais là encore, donc je n'ai envie de vous renvoyer à ce que disait Raquel Garrido. Quels militants, comment allez-vous les consulter? Je n'ai aucune raison d'être à ce point fâchée. Voilà, je discute une ligne, je discute des modalités de fonctionnement et je dis qu'aujourd'hui, vu le paysage politique, l'urgence absolue, c'est qu'on arrive à se parler, à se respecter et à fédérer et à avoir une proposition politique. On n'est pas dans un état d'éclatement, mais on est dans un état qui nous permet de déjouer le piège entre la Macronie ou alors des néo-fachos. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? Pardonnez-moi de le dire avec une certaine colère, mais je pense que là, il y a urgence et qu'il y a eu une maturation depuis maintenant un certain temps, depuis 2002. En 2002, souvenez-vous, vous parliez des moments, mais en 2002, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour, c'est quand même un électrochoc. On peut pas dire qu'on ait bien pris la mesure. Donc sans doute qu'il y a eu des maturations. Donc si vous parlez d'urgence, effectivement, c'est une urgence qui est là depuis un petit bout de temps. Mais je crois qu'il y a des cheminements qui ont été faits, des expériences qui ont été faites, et que maintenant, nous devrions être en état de faire une proposition politique à niveau. C'est ce qu'on verra donc dimanche prochain notamment.